Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Pacifier le pays pour éviter un carnage, ce sont les premiers mots de François Hollande à son arrivée en Centrafrique. Le président français est arrivé tout à l'heure en début de soirée à l'aéroport de Bangui, alors que la situation est extrêmement tendue sur place. Un déplacement qui intervient quelques jours après le début de l'intervention Sangaris et après la mort de 2 soldats français tués la nuit dernière. Les images dans ce journal et débats à suivre sur les contours, les buts et la durée de cette opération militaire. Des danses, des chants et des discours, certains plus émouvants que d'autres. La cérémonie en l'honneur de Nelson Mandela s'est déroulée au Soccer City de Soweto sous une pluie battante et dans un stade aux 2/3 plein. Plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement ont salué la mémoire de cette figure de la réconciliation. Dans les tribunes, on a vu côte à côte François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a eu les images qui resteront dans l'histoire, comme par exemple la poignée de main entre Barack Obama et le président cubain Raúl Castro. Bras de fer entre le gouvernement français et le géant européen de l'aéronautique et de la défense, EADS. Les ministres Michel Sapin et Arnaud Montebourg montent au créneau pour éviter tout licenciement, alors que le groupe a annoncé hier plus d'1 millier de suppressions de postes en France. Les détails dans le tour de l'info. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Dès son arrivée à l'aéroport de Bangui, le président Hollande s'est incliné devant le cercueil des 2 soldats français morts au combat après un affrontement dans la nuit d'hier. Ce sont les premiers morts de l'opération Sangaris en Centrafrique. François Hollande a rappelé ce soir le but de cette intervention, pacifier le pays pour éviter le carnage, a-t-il dit en début de soirée. Et la situation sur place empire avec la multiplication des pillages et des lynchages qui alimentent le cycle infernal de la vengeance. Les détails avec Julie Hulin. 19h15, l'avion présidentiel atterrit à Bangui. Une visite exceptionnelle pour un chef d'État au tout début d'une opération militaire. Aux côtés de François Hollande, sa compagne, le chef de la diplomatie française Laurent Fabius et la garde des Sceaux Christiane Taubira. Dès son arrivée, le chef de l'État s'est recueilli devant les cercueils des 2 soldats tués la nuit dernière. 2 membres du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine qui étaient âgés de 22 et 23 ans. Dans un discours très solennel, il s'est ensuite adressé aux 300 soldats réunis dans un hangar de l'aéroport. Antoine et Nicolas sont morts pour la France, pour une noble et belle mission. Ils ont donné leur vie pour en sauver d'autres. Il n'était plus temps de tergiverser, plus temps de s'interroger sur l'opportunité ou même la durée de cette opération. Il fallait tout simplement, et j'en ai pris moi-même la décision, oui, tout simplement intervenir pour sauver autant de vies qu'il était possible et prévenir les carnages qui s'annonçaient. Une mission dangereuse mais nécessaire. François Hollande s'est aussi entretenu avec quelques soldats avant leur départ pour une patrouille dans le centre-ville. Pour des raisons de sécurité, le président français n'est finalement pas sorti de l'aéroport, mais il a rencontré sur place le président Michel Djotodia, ex-chef de la Séléka, qu'il avait très vivement critiqué. Une visite éclair dans un pays de Centrafrique plus que jamais au bord du chaos. Toute la journée, des scènes de pillage et violence entre communautés se sont succédées, compliquant la mission des 1600 soldats français. La France n'a pas l'intention d'envoyer des renforts, rappelant que ces soldats sont épaulés par 3000 militaires africains, dont les rangs sont appelés à grossir. Et dans quelques instants, à suivre sur ce sujet de l'intervention en Centrafrique, le grand débat du mardi soir avec en notre compagnie l'ancien ministre de la Défense, Gérard Longuet, André Valigny, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, et puis le spécialiste des questions militaires au point, Jean Guinel, donc dans quelques instants. Et j'ajoute que le Parlement a définitivement adopté ce soir la loi de programmation militaire qui fixe le cadre budgétaire de la défense pour les 6 années à venir. Elle a été adoptée au Sénat par 164 voix pour et 146 contre et elle a été défendue par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Dans l'actualité aujourd'hui, sud-africains et étrangers, chefs d'État
et anonymes. Tous se sont rassemblés au Soccer City Stadium de Soweto pour rendre un fervent hommage à Nelson Mandela. Le discours de Barack Obama, très émouvant, a été souvent applaudi, tandis que des huées ont au contraire accueilli l'allocution du président sud-africain Jacob Zuma. Et puis il y a eu des rencontres et surtout une poignée de main historique. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Ce matin, le centre du monde était ici, au Soccer City Stadium. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement réunis pour rendre hommage au père de la nation arc-en-ciel, à son combat, à son sourire. Et le héros de la lutte anti-apartheid, le partisan de la paix, a réussi un ultime tour de force. Car le temps de la cérémonie, le temps était comme suspendu, les inimitiés mises de côté. François Hollande et Nicolas Sarkozy côte à côte, marchant d'un même pas, mais surtout cette poignée de main, celle du président cubain Raúl Castro et du président américain Barack Obama. Barack Obama, acclamé par les Sud-Africains. C'est difficile de faire l'éloge de n'importe quel homme, de décrire par les mots non seulement les faits et les dates qui font une vie, mais aussi la vérité essentielle d'une personne, ses joies et ses peines, les moments silencieux et les qualités uniques qui illuminent son âme. Mais c'est encore plus difficile pour un géant de l'histoire qui a mené une nation vers la justice et des milliards de gens autour du monde dans son sillage. L'éloge du premier président noir américain, mais ils sont nombreux à avoir pris la parole pour saluer une dernière fois l'homme exemplaire. Ce stade contient des dizaines de milliers de personnes. Mais même une arène aussi grande que le continent africain ne pourrait contenir notre peine aujourd'hui. L'Afrique du Sud a perdu un héros. Nous avons perdu notre père. Le monde a perdu un ami cher, un mentor. Nelson Mandela était bien plus qu'un des plus grands leaders de notre temps. Unis derrière la famille de Madiba, des milliers d'anonymes qui ont fait le déplacement et qui ont voulu célébrer la vie de Nelson Mandela plutôt que de célébrer sa mort. Une célébration marquée par les chants, les danses, une cérémonie joyeuse sous une pluie battante. L'hommage pour les Sud-Africains se poursuivra dans les jours qui viennent, avant l'enterrement en fin de semaine. Une cérémonie intime cette fois-ci. Voilà, et vous venez de le voir, hommage donc à travers des chants, des danses, des discours, mais aussi hommage sur les réseaux sociaux dans le monde entier. Et c'est justement à la chronique Net d'info de Caroline Deschamps tout de suite. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia, bonsoir. Et cette cérémonie d'hommage a donc été relayée sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, la Mandela Mania ne faiblit pas. Sur le web, les internautes ont suivi et commenté en direct l'ensemble de la cérémonie et le mot-clé Mandela et Mandela Memorial ont été en tête des tendances de Twitter toute la journée. Près de 300 000 tweets ont été échangés ce mardi, mais alors on est bien loin de la déferlante de jeudi dernier à l'annonce de son décès qui avait provoqué une avalanche de commentaires avec près d'1 300 000 tweets échangés. L'émotion était pourtant palpable ce matin sur le web au début de la cérémonie, mais l'émotion a vite cédé la place à la politique et à l'image très attendue en France de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Alors si les caméras de télévision ont retransmis les images de leur arrivée, les journalistes sur place ont posté des photos sur les réseaux sociaux, comme Matthew Campbell, journaliste au Sunday Times, qui immortalise Hollande-Sarkozy avec un évêque. Mais c'est surtout l'image postée par le Figaro qui fera le plus gloser, où l'on voit l'ancien président français et l'actuel discuter dans les tribunes du stade de manière très détendue. Et d'ailleurs, l'Express propose aux internautes d'imaginer qu'est-ce qu'ils auraient pu se dire. Et donc, ils publieront les meilleurs commentaires sur leur site. Guillaume Tessé, lui, croise les photos de Hollande et Sarkozy. Ah ben voilà, on voit l'image pour un
avatar plutôt improbable à mon avis. Et puis plus sérieusement, de son côté, Christian Estrosi salue sur Twitter une très belle image républicaine, Sonia. Et on imagine que le discours de Barack Obama, émouvant, on l'a entendu, a retenu l'attention, y compris sur les réseaux sociaux. Oui, un discours qui a été salué par l'ensemble des internautes, mais c'est surtout l'histoire en train de se vivre en direct qui aura marqué le web, la fameuse poignée de main d'Obama avec le Cubain Raúl Castro, ce qui fait dire à certains, je cite, « il n'y a que Mandela pour réussir un truc pareil ». Et puis à côté de l'histoire, Sonia, il y a une anecdote comme le web en raffole. Barack Obama en train de faire un selfie avec la première ministre danoise et le anglais David Cameron. Alors un selfie, vous savez, c'est un autoportrait qu'on fait avec son smartphone pour dire j'y étais. Une photo plutôt amusante, mais qui a été considérée par les internautes comme assez inappropriée en fait, vu les circonstances. Mais surtout, ce qu'ont noté les internautes, c'est l'intérêt porté par Obama à la première ministre danoise. Et là, de quoi affoler le web qui tweet et retweet des photos de Barack Obama tournées vers l'officielle danoise, tandis que Michelle Obama arbore une moue boudeuse, on peut même dire un regard noir. Des images qui ont fait le buzz et qui ne sont pas sans rappeler, Sonia, Jacques Chirac draguant une conseillère municipale en Corrèze pendant un discours de Bernadette. Obama comme Chirac ferait bien de se tenir à carreau, car nul doute que la réelle ou supposée jalousie de Michelle Obama sera scrutée à la loupe et commentée encore ça, dans les jours qui viennent. Les réseaux sociaux voient tout. Merci beaucoup Caroline Deschamps et je vous dis bien à mardi prochain pour la chronique Net d'Info. La suite est du 22h et dans quelques instants, bien le grand débat du mardi soir sur les contours, les buts et les moyens de l'intervention française en Centrafrique. Depuis la capitale Bangui, François Hollande s'est d'abord recueilli devant les cercueils des 2 soldats français tués dans la nuit d'hier. Le président a évoqué une mission dangereuse mais nécessaire. On en parle en détail juste après le tour de l'info d'Agathe Pécasta. Quatre ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, c'est le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de Jean-Claude Masse pour escroquerie et tromperie aggravée. Le président et fondateur de la société PIP était poursuivi dans le cadre du scandale mondial d'un plan mammaire défectueux. L'avocat de M. Masse a déjà annoncé son intention de faire appel. De leur côté, les victimes expriment un certain soulagement. Premier sentiment, satisfaction quand même quant à la peine énoncée. Deuxième sentiment, frustration parce que les autres n'ont pas pris assez. Troisième sentiment, colère parce que je viens d'apprendre justement qu'il ne dormira pas en prison, tout compte fait. Et quatrième sentiment, je dirais impatience parce que maintenant on sait qu'ils font appel, on attend la suite. Contre les 4 autres prévenus, anciens cadres ou dirigeants, des peines de 18 mois à 3 ans de prison avec sursis ont été prononcées. Le plan de restructuration de ADS fait grincer des dents. 5800 emplois supprimés en Europe, alors même que le groupe d'aéronautique affiche un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros pour 2013. Marwan Laoud, directeur de stratégie du géant européen, a déclaré qu'à ce stade, il ne peut exclure des licenciements. Au même moment, le gouvernement fait front. Pour la France, il ne sera pas accepté, parce qu'il ne serait pas acceptable qu'une entreprise comme Airbus, comme EADS, supprime globalement des emplois alors qu'elle a la capacité d'accueillir tous ceux qui pourraient perdre par ailleurs leur emploi dans un certain EADS. Si l'Allemagne est principalement concernée par ce plan, en France, plus de 1000 postes sont menacés. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'amiante. Pour la Cour de cassation, Martine Aubry reste mise en examen. La maire de Lille se déclare totalement sereine face à l'enquête pour homicide et blessure involontaire. Le Parlement européen épargne la pêche en eau profonde. Le vote était pourtant serré. Face à l'hostilité des écologistes, les députés européens ont préféré soutenir le compromis d'encadrer le chalutage, une technique de pêche jugée comme particulièrement destructrice pour les espèces des fonds marins. Pour entrer en vigueur, ce cadre doit encore être validé par les gouvernements européens. Et le dessin du jour est signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur ironie sur la situation de François Hollande, toujours entre 2 avions, destination la paix de Mandela et la guerre de Centrafrique.
La suite du 22h et le grand débat du mardi soir à présent autour de l'intervention française en Centrafrique. On en parle avec nos invités ce soir. Gérard Longuet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, ancien ministre de la Défense, sénateur UMP. Avec nous également André Valigny, bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste, membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Et Jean Guinel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes spécialiste des questions militaires, de défense et de renseignement au point. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur ces questions. Notre chroniqueur, Jean-Louis Combeau, nous accompagne également. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et je vous propose tout de suite, messieurs, bien d'écouter les premiers mots de François Hollande à son arrivée tout à l'heure en début de soirée, donc sur le tarmac de l'aéroport de Bangui en Centrafrique. On l'écoute. L'émotion, elle est évidente après ce qui s'est produit. 2 soldats qui sont morts pour la mission qui leur avait été confiée, qui se poursuit, et d'autres soldats qui sont encore en ce moment même, au moment où je suis présent sur le terrain pour pacifier cette ville et ce pays. Ça veut je dire pense que à la leur mission famille. va changer ? Non, la mission est la même. Elle est dangereuse, on le sait, on le savait, mais elle est nécessaire si l'on veut éviter qu'il se produise ici un carnage. Merci. Gérard Longuet, sur le déplacement même, cette escale après l'Afrique du Sud, elle était incontournable, nécessaire? C'est bien. C'est bien. Le président de la République est constitutionnellement chef des armées. Je pense que s'arrêter lorsqu'on survole la République centrafricaine, c'est inéluctable quand on vient de Jobour, était une bonne idée et je crois que les militaires français y seront sensibles. Si de plus le président peut se rendre compte par lui-même de la complexité des choses, c'est plutôt un gain de temps. Alors, il s'est bien sûr rendu compte sur place et il a parlé, André Valigny, le président, à travers ces quelques mots. On a l'impression qu'il prend à témoin l'opinion publique, nous dit voilà pourquoi on y est. Si on n'était pas allé, ça aurait été un carnage. Et il dit j'assume pleinement. C'est un message ce soir également. Oui, il assume pleinement, comme il a assumé le Mali. Et la décision a été rapide sur la Centrafrique, comme elle a été sur le Mali. Le président a été très réactif. Et il a dit d'ailleurs, comme Jean-Marc Ayrault l'a dit à l'Assemblée nationale cet après-midi et Jean-Yves Le Drian ici au Sénat, que si nous avions attendu, nous y serions allés malgré tout dans des conditions encore plus difficiles et plus dangereuses. Jean Guinel, il y a une volonté de la part de François Hollande ce soir, en particulier de bien expliquer, de présenter aux Français cette opération qui est une intervention, on le voit, à haut risque, malheureusement avec le décès déjà depuis quelques jours, depuis le début de l'intervention de 2 soldats français. C'est une opération très difficile, pas très populaire. Risquée, faite avec des moyens considérés comme suffisants mais relativement limités, donc dans un contexte extrêmement compliqué, puisque 1600 Français qui sont extrêmement bien commandés, entraînés, équipés, tout ça, ça va très bien, mais les Africains qu'ils sont censés seconder, épauler, sont eux dans une situation de très faible opérationnalité. Donc c'est une opération qui commence dans des conditions vraiment difficiles et qui me paraît assez chaude. Oui, d'ailleurs, sur les mots de François Hollande, Gérard Longuet, ils sont très différents de ceux, vous serez d'accord peut-être, de son allocution jeudi dernier, quand il a annoncé l'opération où il disait ce sera rapide, limité, et je suis sûr de son succès. Et ce soir, il y a autant de détermination probablement, mais plus de prudence, peut-être. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti? Je crois que c'était une lucidité de sa part. C'est une situation extraordinairement difficile. Voilà une société qui est complètement décomposée, un État qui est inexistant et un pays qui est engagé dans une guerre civile dont le front passe à l'intérieur de chaque quartier, de chaque rue, voire de chaque maison. Et donc ce sont des conditions extraordinairement difficiles pour nos soldats. Et Jean Guinel l'a dit, les moyens sont réels, mais quand l'ennemi n'est pas identifié, et qu'il n'est pas localisé et qu'on ne peut pas le détruire parce qu'en fait, on ne sait pas exactement jusqu'où on va et pourquoi, c'est un contexte extraordinairement difficile pour nos soldats. Alors on va parler des moyens. On va parler des moyens dans un instant avec Jean-Louis Combeau. Juste un mot encore, André Valigny, parce que l'opinion française soutient encore cette opération. Il y a des sondages qui affirment que majoritairement ils soutiennent l'opération, mais nous ne sommes qu'au début. François Hollande veille donc à ce que l'opinion ne se retourne pas, en plus avec malheureusement ces décès aujourd'hui.
Oui, il ne faut pas, à ce niveau de responsabilité nationale et internationale, agir en fonction de l'opinion publique. Si on indexe son action sur les sondages, on ne fait plus rien. Donc François Hollande a pris un risque, c'est vrai, avec cette opération, comme il l'avait pris avec le Mali. Mais je veux rappeler quand même que, et François Hollande l'a dit, il faut le redire, nous l'avons dit au Sénat cet après-midi, nous y sommes allés, nous sommes en Centrafrique à la demande des autorités centrafricaines, à la demande de l'Union africaine, et sur mandat des Nations Unies, à l'unanimité du Conseil de sécurité. Les Russes comme les Américains, les Chinois, les Anglais, et les autres membres du Conseil de sécurité. Donc on n'y va pas comme ça, à l'improviste, sans avoir réfléchi, sans être mandaté. C'est très important, il faut le rappeler aux Français. Vous avez raison de dire que tous les membres du Conseil de sécurité ont donné leur accord, de même que l'intégralité de la communauté internationale, sauf que c'est nous, Français, qui allons payer tout seuls et qui sommes tout seuls sur le terrain et qui menons seuls cette opération. Donc je pense qu'il fallait y aller, mais le soutien européen est inexistant, mis à part un avion de la Royal Air Force. Les Belges ont annoncé. Et voilà, formidable. On attend les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Polonais. Les Américains ont annoncé 50 millions de dollars. Oui, et la droite, pardonnez-moi, mais au Parlement, c'est ce que disait aussi Christian Jacob et puis d'autres aussi sénateurs UMP, souligne justement cet isolement de la France depuis le Mali et la Centrafrique. C'est quelque chose qui vous inquiète, Gérard Longuet ? Hélas, ça ne me surprend pas, et ça m'inquiète en effet. Ça ne me surprend pas parce qu'il faut savoir qu'en Europe, il y a deux armées capables d'intervenir, les Britanniques et les Français. Les Britanniques ça, c'est une bonne nouvelle, que la nôtre soit encore capable d'intervenir. Ça a un prix, le prix, c'est pas l'argent, c'est le sacrifice que font des milliers de soldats, garçons et filles, pour se former à ce combat et porter nos responsabilités. Je pense que je suis complètement d'avis d'André Vallini. Il ne faut pas travailler avec les sondages. Le président de la République a une responsabilité devant de l'image de la France. L'image de la France peut-elle rester indifférente à un massacre qui ressemblerait peut-être, hélas, à celui du Rwanda, dans un pays dont toutes les élites ont été formées dans notre pays et dont la langue véhiculaire est le français? La réponse est non. Et je crois que même si l'opinion, et je la comprends, hésite et doute, le devoir du président, qui lui est en charge de l'essentiel, pour reprendre la formule du général de Gaulle, c'était de faire cela. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien réglé, parce que le terrain est extraordinairement complexe. Quant aux Européens, il y a quand même un moment de vérité. Il y a un moment où il faudrait dire aux Allemands en particulier, pour lequel j'ai la plus grande amitié, certes on a des déficits, mais on a une armée et vous êtes bien content de la trouver. Alors il faudrait accepter de participer aux frais de l'opération. Oui, mais ils vous ont répondu la même chose quand vous, avec à la tête de l'État Nicolas Sarkozy, étiez parti en Libye. Il n'était pas là non plus. La différence, c'est qu'il y avait une vraie coalition. En l'espèce, il y avait une coalition européenne. Les Danois, les Belges, les Anglais, les Italiens ont participé. Les Allemands non, pour des raisons que l'on connaît. Oui, mais justement, il y a un problème allemand. Si vous voulez, bon, c'est vrai que la France a des déficits et a un endettement. Bon, elle a des problèmes économiques. On aimerait que l'Allemagne soit aux côtés de la France dans les grands projets européens sur le terrain militaire. Mais sur les endettements, le déficit dont vous parlez n'a strictement rien à voir avec l'intervention militaire. Rien. C'est donc un problème beaucoup plus global. Mais on entend parfois des leçons d'outre-Rhin et on aimerait leur rappeler nos responsabilités respectives. Je soumets à votre appréciation de spécialiste des questions économiques, budgétaires et financières l'idée que j'ai développée comme d'autres cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, qui consiste à demander à la Commission, à l'Union européenne, de déduire du calcul des déficits les dépenses militaires, notamment lorsqu'il s'agit d'interventions extérieures qui profitent, si j'ose dire, entre guillemets, à toute l'Europe. Parce que nous sommes allés en Libye, nous étions prêts à aller en Syrie, nous sommes au Mali, en Centrafrique, parce que la France a un rôle particulier à jouer. La France n'est pas un pays comme les autres, notamment en Afrique, mais aussi parce que nous défendons des intérêts européens. Donc il faudrait que l'Union européenne se décide enfin à déduire du calcul du déficit autorisé par Maastricht les dépenses militaires, notamment d'intervention extérieure. Oui, alors c'est une revendication d'ailleurs que vous reprenez, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'est pas nouvelle. Il y a un sommet européen qui arrive là, Je pense que si ça n'a jamais été avalisé, c'est que les Européens, en général, se disent ils vont cacher des choses derrière ces fameuses dépenses militaires. C'est-à-dire que, parce que pourquoi l'intervention au Mali et pourquoi pas des dépenses d'armement qui vont servir à un prochain Mali? Donc est-ce que quelque part... Mais oui, mais vous avez raison. Vous avez raison, il faudrait qu'ils payent aussi cela. Voilà, donc je veux dire par là qu'on est toujours accusés, nous les Français, de petites combines
pour essayer de cacher nos déficits. Non, Cela dit, sur la question du coût, si on regarde l'affaire, ce que me dit M. Hérault cet après-midi à l'Assemblée nationale, il a dit quelques mois. Et M. Hollande a dit 1600 hommes. Si c'est 1600 hommes pendant quelques mois, c'est rien du tout au niveau budgétaire. Le problème, c'est qu'on s'engage dans une opération dont on n'arrive pas à apprécier la finalité et le développement. Est-ce qu'on est dans un engrenage ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est facilement programmable au départ? La finalité, me semble-t-il, c'est de rétablir l'état de droit dans ce pays. Ce sont les modalités que l'on ne voit pas. De faire en sorte que la guerre civile s'arrête. Ouais, les modalités, justement. Je vais poser la question tout de suite à Jean Guénel. Je fais juste une parenthèse, puisque vous parliez du coup, Jean-Louis Gombault, et de l'enveloppe. Puisqu'à l'instant, Barack Obama annonce débloquer donc 60 millions de dollars d'aide militaire supplémentaires, donc à l'instant pour l'opération. 50 dont parlait M. Ali. Qui sont destinés à la mission africaine. Exactement. À la MISCA. Jean Guénel, on constate quand même que ce n'est pas une simple opération de gestion de crise, mais que c'est une intervention, que c'est une guerre. Alors, c'est pas vraiment une guerre non plus, mais c'est une opération de guerre, c'est une vraie... c'est quelque chose de vraiment musclé, compliqué, dont je ne crois pas une seconde que... Enfin, le président le dit, donc évidemment je le crois, mais je pense qu'il s'engage sur un terrain compliqué en disant que les effectifs n'augmenteront pas. 1600 hommes, ça me paraît extrêmement limité pour un territoire... Il parle même d'une décélération. Oui, et on ne connaît la situation que celle de Bangui, où il y a beaucoup de journalistes, on ne sait rien de ce qui se passe ailleurs dans le pays. Ça ne doit pas être forcément très joli, vu ce qu'on voit déjà en ce moment. Et puis sur le temps, on n'en sait rien. Quant au scénario, moi, c'est pas tellement le scénario rwandais que je surveille, c'est celui de la Somalie en 1993. C'est-à-dire des milices qui n'ont... rien à perdre, déchaîné, sans aucun respect des lois habituelles sur la protection des populations civiles. Donc on court le risque de véritables massacres et d'engagements qui risquent d'aller plus loin. Et je n'ai rien contre la présence française, je trouve qu'elle est parfaitement légitime. Mais ce que je pense, c'est que les blocages... a priori que met le président sur le nombre d'hommes et sur la durée de l'engagement sont hasardeux. Juste pour rappeler, ce sont plus de 5 millions d'habitants en République centrafricaine, avec un territoire de plus de 600 000 km². Donc 1600 hommes, ça peut aider à stabiliser dans la capitale, ce qui est important parce que c'est dans la capitale que les débats politiques reprendront et on a besoin de débats politiques pour trouver une solution. Mais en effet, cela ne nous permet pas de savoir ce qui se passe sur le terrain ailleurs. C'est qu'il n'y a pas d'ennemis, si je puis dire, entre guillemets, réguliers en face. Et puis il faut faire face à la spirale de vengeance, des lynchages, à des dérives d'une guerre interconfessionnelle. Ce que montrent nos confrères qui sont sur place et qui font un travail excellent, c'est que dès lors que les soldats français ont le dos tourné, les massacres reprennent et les lynchages, enfin c'est une l'un se venge de l'autre. Absolument, et annonce que dès qu'il aura l'occasion, il va continuer. Et alors 1600 soldats là-dedans qui sont confinés sur un aéroport et qui font des incursions à l'extérieur, aéroport environné, je connais bien la ville et l'aéroport et la situation est environnée par des dizaines de milliers de personnes qui sont là, sans hygiène, sans nourriture. Je suis inquiet. 1600 soldats français qui viennent épauler 3000 soldats africains qui doivent monter à 6000. Ils ne sont peut-être pas les meilleurs. Non, mais qui ne font rien, qui ne sont pas commandés, qui ne sont pas bien équipés, qui ne sont pas entraînés. On n'est pas tous seuls. Mais attendez, la légitimité ne pose aucun... Je n'ai aucun doute sur la légitimité. Il n'y a pas que 1600 soldats français, il y a aussi les 3000 Africains des pays voisins qui vont être renforcés par 3000 autres qui vont arriver. Quelle est leur efficacité militaire? Ils étaient là avant que les Français arrivent, on a vu le résultat. Ce que dit Jean Guénel est intéressant parce que vous dites toujours la légitimité, je la conteste pas, mais l'efficacité, parce qu'en fait, la légitimité, c'est quelque chose d'important, mais ce qui est plus important encore, c'est l'efficacité d'une opération. Tout à l'heure, le président de la République nous dit si il ne fallait pas attendre, sinon ça serait trop tard. Ça fait un an que cette opération française se prépare. Voilà. Mais il a attendu un an. Un an, d'accord. Mais il fallait intervenir, sinon ça serait trop tard. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? C'est une bonne question que Jean Guénel pose. Fallait-il intervenir avant que la Séléka prenne le pouvoir ou pas?
Je n'en sais rien, c'est un choix du président. Il a, à l'époque, mon sentiment est qu'il valait mieux avant le que renversement, vous l'abcès voulez se dire, pour vide expliquer, voilà. et que la Séléka avant le aille renversement du jusqu'au pouvoir. bout et apporte la démonstration de son incapacité. Car sinon, nous aurions pris parti dans une guerre civile. C'est trop tôt, alors. Là, Ah donc Gérard Longuet, pour vous, il fallait justement qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils montrent leur inefficacité, d'ailleurs le vide qu'ils ont laissé pour qu'on intervienne. Si nous étions intervenus plus tôt, il aurait fallu défendre un président qui n'avait pas fait la preuve de son efficacité, ni de sa légitimité, ni de son autorité, ni de ses qualités. La Séléka a apporté la démonstration et cela a permis aux autres pays africains d'avoir un jugement par eux-mêmes et un appel à la France. Et aux Nations Unies, parce qu'il la fallait France s'en serait mêlée plus tôt. Nous aurions peut-être économisé certaines scènes, mais nous aurions la responsabilité de la situation totale. Bon, maintenant, il faut savoir, ce que j'attends du président de la République, chers collègues, c'est qu'il nous dise quelles vont être les modalités de la reconstitution du début du commencement d'une autorité politique. Alors parce que ce soir, justement, je précise que François Hollande rencontre des responsables politiques. Il devrait rencontrer, pour l'instant, nous n'avons pas encore la confirmation, donc le président centrafricain, dont il a dit il y a quelques jours que son pouvoir est éminemment contestable et contesté. Je crois que vous serez tous d'accord sur ce point. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce président centrafricain n'a pas eu la maîtrise de la situation. Mais faut-il lui dire, André Vallini, qu'il doit partir ? Il ne faut peut-être pas lui dire les choses comme ça, mais tout le monde a bien conscience, et je crois que le président l'a laissé entendre, que les autorités actuelles sont des autorités de transition. Les autorités ont fait la preuve de leur incapacité à tenir le pays. Je crois qu'elles sont là, elles ne sont pas là pour durer. Et personne ne sait exactement comment les choses vont se passer dans les prochains jours. On vient d'arriver. Hein, mais c'est exactement ça ce qui est inquiétant. Oui, mais vous avez raison, il y a une part de non-maîtrise. La guerre, par définition, n'est pas prévisible, sinon ce ne serait pas la guerre. Hein. Oui, Jean-Luc Combeau. Le président l'a posé la question à l'ambassadeur de France. Il a dit, si vous voulez que je parte, dites-le moi. Et l'ambassadeur lui a répondu qu'il ne souhaitait pas. En fait, il n'était pas question de son départ. La question lui a été posée comme ça, dans les yeux. Oui, c'est un ambassadeur qui dit oui, ou non, c'est assez rare. Non, mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il lui ait posé la question. Est-ce que vous voulez que je parte? Parce que l'ambassadeur avait eu une phrase un peu ambiguë sur la durabilité du président. C'est pour ça que le président, c'est un peu le président centrafricain. Enfin, c'est un peu alarmé. On ne voit pas comment on s'en sort. On voit très bien qu'on est indispensable, que cette intervention, je pense profondément, est légitime et porteuse d'espérance. Mais il y a quand même un travail politique. Pour ceux qui nous regardent ce soir, parce qu'on avait dit la même chose de l'intervention au Mali, qu'elle est légitime. Pas vraiment. On avait dit qu'elle était légitime, qu'elle était quand même porteuse d'espoir, mais elle est très différente. Elle est très différente parce qu'au Mali, vous avez hélas un héritage complexe avec des zones géographiques et un ennemi déterminé. Ici, vous avez une population qui est complètement entremêlée et c'est de nature de type de guerre civile avec peut-être la religion, peut-être les conflits politiques, peut-être les ethnies. Je précise ce soir que l'armée française a tué 19 djihadistes au Mali. On est encore vraiment présent et très actif au Mali. Et on y restera parce qu'on est obligé. En plus, juste un mot, pardonnez-moi, je suis long. Il ne faut jamais dire allez, je suis là pour 3 mois et après je m'en vais. Parce que fait votre adversaire? Il fait le dos rond en attendant que vous partiez. Bon, donc on est obligé de ne rien dire. Là, l'élément crucial, évidemment, c'est l'imbrication des forces françaises dans la population de la capitale. C'est le côté, le fait que c'est une guerre civile où il n'y a ni bon ni méchant, où il n'y a que des méchants, où il n'est pas question de prendre parti pour une communauté contre une autre, où en même temps, dans chacune des communautés, vous avez des gens qui sont, pour employer des mots simples, complètement cinglés, qui sont prêts à massacrer tout ce qui bouge en face. Donc vraiment, alors les troupes françaises, moi j'ai une confiance totale dans le professionnalisme, le côté solide, d'excellents commandements, très bonnes troupes françaises. Enfin, elles sont, je le répète, à mes yeux, très peu nombreuses pour monter cette mission. Parce que d'autant plus, on voit depuis quelques jours de nombreuses images de ratissage, de désarmement, ça c'est la première étape, mais il y a aussi et surtout des combats très violents entre militaires français et groupes armés, et ça c'est dans les autres villes, probablement aux abords de Bangui qu'on voit moins. Il y a beaucoup on a beaucoup parlé de ce désarmement, etc., de cette opération plutôt qui se passe bien, et il y a tout ce qui se passe à côté. Là, une fois encore, je rends hommage à nos confrères qui sont là-bas. Ce qu'on sait de ce qui se passe en Centrafrique, c'est ce que montrent et rapportent les journalistes qui sont présents.
Pour le reste, on a une vision où on n'a pas de vision, où on a une vision totalement partielle et biaisée de ce qui se passe. Gérard Longuet et André Valigny, vous êtes deux parlementaires. Est-ce qu'au fur et à mesure de l'intervention qui va s'allonger, est-ce que vous demanderez davantage d'informations? Est-ce que justement votre soutien est conditionné au temps de cette intervention, ou est-ce que pour l'instant c'est un soutien total et vous dites quoi qu'il arrive, nous serons derrière le président, derrière notre armée pour cette intervention? Je crois que quel que soit le bord politique sur lequel on se situe, lorsque les forces militaires sont engagées, on est derrière. La représentation nationale est évidemment derrière ces soldats. Sur les conditions de l'opération, sur son déroulé, sur sa durée, je pense que l'opposition se fera entendre et elle a raison. Nous, pour ce qui concerne les socialistes, nous sommes évidemment derrière le gouvernement, mais le gouvernement a dès ce matin informé les assemblées, Sénat, Assemblée nationale, les présidents de groupe, les présidents de commission. Cet après-midi, un débat a eu lieu ici au Sénat, un autre à l'Assemblée, et Jean-Marc Ayrault s'est d'ores et déjà engagé à informer l'Assemblée et le Sénat régulièrement sur cette opération, comme c'est la règle et comme le prévoient les textes d'ailleurs. Le président Sarkozy avait modifié la Constitution pour qu'au terme de 3 mois, l'engagement des soldats français soit ratifié par le Parlement. C'est-à-dire que le président de la République a les pleins pouvoirs pendant 3 mois, et donc nous le soutenons pour les raisons qu'André Valigny a dit, mais nous attendons un débat et un vote dans 3 mois. Et je pense que raisonnablement, ces 3 mois vont permettre d'éclaircir et d'éclairer la situation et de former chacun son jugement. Mon sentiment personnel est que la France a des responsabilités particulières en Afrique, et ce n'est pas du tout ni du paternalisme ni de la tutelle, mais c'est un partenariat, parce que vous savez, quand on a la communauté de langue, de culture, de référence, parce que nous avons été formés sur les mêmes bancs de faculté. Et puis peut-être, je fais une parenthèse, parce que peut-être aussi qu'on veut conserver une zone d'influence. Il y a les États-Unis qui ont bien le Pacifique, il y a la Chine qui a son environnement. Pourquoi la France? Alors, dans mon cas particulier, qui suis assez patriote sur ce sujet, la réponse est complètement oui. Avoir des amis n'est pas un inconvénient dans le monde moderne. Bien sûr, non, il faut assumer complètement le fait qu'effectivement nous avons un passé en Afrique, qu'il faut savoir l'assumer, des responsabilités particulières. Et puis nous avons aussi des intérêts économiques à défendre, mais évidemment. Alors, permettez-moi de dire, avoir des amis n'est pas un obstacle, encore faut-il les choisir, et donnons-nous les 3 mois que la Constitution ouvre au Parlement pour observer l'évolution de la situation. Le malheur sur ce propos, c'est que la France recule en Afrique. Sur le plan économique. Ça, c'est l'économiste qui parle. Elle recule. En part de marché. Et alors, donc, si, en part de marché, en Chine. En valeur relative, elle recule. Et les s'en plaignent. Mais le fait souhaitent nous voir revenir. Le fait, c'est que les hommes d'affaires français sous-estiment l'Afrique, et les hommes politiques, je ne dirais pas qu'elles la surestiment, mais sont toujours présents, ce qui n'est pas le cas des hommes d'affaires. Mais si on va rester justement sur la question budgétaire, parce que ce soir, eh bien, la loi programmation militaire a été donc adoptée définitivement avec le vote au Sénat, et la question du budget de nos armées et plus généralement de la fermeture des casernes dans plusieurs villes de France se pose. Elle suscite beaucoup d'inquiétudes. Et regardez, puisque notre journaliste Cécile Sixou s'est rendue dans la région de Metz, particulièrement touchée par ces fermetures. On est ici sur un site de 12 hectares,2, hein, c'est bien cela, où cohabitent l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur. Ici, 950 soldats ont laissé la place à des lycéens et des CRS. Ces bâtiments font partie des 6 unités désertées par l'armée après le plan de restructuration de la défense de 2008. Ça a été libéré en 2008, c'était l'annonce du 24 juillet. Et ils sont partis en fin 10, oui. il me semble. Oui. En 2013, à Châtel-Saint-Germain, la reconversion est une réussite, mais ce n'est pas le cas de tous les sites. Là, ça fait 1 an où il n'y a pas eu d'entretien. Donc le site est un petit peu moins accueillant. Près de 400 hectares à quelques kilomètres du centre de Metz, la base aérienne de Frascati n'a toujours pas été réinvestie par de nouveaux projets. 2500 hommes travaillaient ici. Ils représentaient la moitié des militaires de l'ancien bastion messin. Leur départ a fortement touché la vie locale. Ça a été ressenti vraiment par le petit commerce montinien, quoi. Depuis les casernes, tout ça, ils ont perdu un chiffre d'affaires. Et ça, vous pouvez pas c'est un monde qui part. Fermeture de cafés, commerces qui battent de l'aile. Ici, les conséquences économiques sont visibles. Il faut repenser tout un territoire. Donc voilà, ici, il y a une trentaine de hectares qui vont être consacrés à un village sportif.
Metz Métropole a reçu 32 millions d'euros d'aide et la cession des sites pour 1 euro symbolique. Notre territoire était extrêmement déjà meurtri par les restructurations industrielles multiples qu'il a dû subir et puis par cette dernière restructuration militaire. Donc je crois que Metz Métropole et l'ensemble de ces communes en Moselle et en Lorraine ont choisi le parti de la culture, le parti du développement, de l'attractivité à travers la richesse patrimoniale qui est également la nôtre. Donc voilà, on est vraiment tourné vers l'avenir. Le centre Pompidou ou encore des pôles de recherche et de développement, c'est avec la culture et les secteurs de pointe que Metz espère trouver une nouvelle impulsion, mais il faudra du temps. Voilà donc, nous intervenons au Mali, en Centrafrique, mais notre budget est de plus en plus restreint. Et la réalité, c'est que aussi les casernes ferment. Ceux qui doivent nous regarder doivent se dire, il y a quand même, c'est assez particulier, il y a une dualité de ces deux situations. Non, la France garde les capacités militaires qui doivent être les siennes. Nous avons discuté de la loi de programmation militaire cet après-midi. Nous préservons notre capacité d'intervention extérieure. Nous préservons évidemment d'abord la possibilité de défendre le territoire et la dissuasion. Les 3 piliers de la stratégie française sont maintenus, sont conservés. On va réduire les effectifs militaires, comme ça avait été commencé sous le précédent quinquennat. Il faut réduire le format des armées, en faire une armée plus moderne qu'elle n'est aujourd'hui. Mais la sécurité nationale, la défense nationale n'est pas en cause. Gérard Longuet, elle reste toujours l'une des premières ou la première armée d'Europe, comme le dit Jean-Yves Le Drian, en 2020. Elle reste la première armée d'Europe et elle est une armée opérationnelle avec ce qui est très important pour une diplomatie, la capacité d'entrer en premier. On n'attend pas que les autres soient là, on y va. Bon, maintenant, sur votre reportage, 2 observations. Moi, je me réjouis qu'on ait moins besoin de militaires. Si vous voulez, la Lorraine a souffert des 3 guerres franco-allemandes, et s'il y avait des casernes, c'est parce qu'il y avait la perspective d'une guerre froide qui se termine en guerre chaude avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire, depuis plusieurs siècles, notre territoire n'est pas menacé. Je crois que c'est d'abord une joie, et les jeunes Français n'ont pas comme perspective d'aller s'entretuer avec d'autres Européens. C'est une perspective formidable, et si on doit le payer avec quelques fermetures de casernes, très honnêtement, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Après, ça se reconvertit, l'armée fait son devoir. Jean Guinel. Je crois que la posture française en matière militaire ne change pas fondamentalement. Il y a effectivement une part de la richesse nationale consacrée à la défense qui se réduit, mais ce que je dis souvent, c'est que vous ne pouvez pas demander un système d'éducation performant, un système de santé, une protection sociale, des équipements collectifs tout à fait remarquables. Il suffit de voyager un peu et de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. On ne peut pas avoir tout ça sans faire des choix et sans trouver des équilibres. Et depuis que je suis les affaires de défense depuis maintenant assez longtemps, je n'entends que ça depuis toujours. C'est-à-dire, écoutez, depuis le temps, ça continue et le président de la République est toujours capable d'engager en même temps une opération au Mali, une opération en Centrafrique, de prendre aujourd'hui le commandement de l'opération Atalante dans l'océan Indien, d'envoyer le porte-avions par là-bas, d'assurer la dissuasion, de faire plein de choses. Alors il y a beaucoup de choses qui se font pas comme elles se faisaient avant. Il y a beaucoup de transformations dans l'outil militaire. Il y a sans doute encore beaucoup d'inadaptations et d'évolutions à faire. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le président de la République, il peut demander au chef d'état-major des armées « J'ai besoin demain matin de 1600 hommes à Bangui ». Et vous avez le chef d'état-major des armées qui est le petit doigt sur la couture du pantalon et qui vous dit « Ce sera fait ». Et vous avez 1600 gars qui sont parmi les meilleurs du monde et qui partent faire cette mission combat, voilà, avec les risques que ça comporte. Non, simplement, je rebondis sur ce que vient de dire Jean Guinel. J'entends les militaires dire oui, la sécurité n'a pas de prix. Mais la santé n'a pas de prix, l'éducation n'a pas de prix. Et à partir de là, effectivement, il faut faire des choix et les choix ont été faits. En tous les cas, vous êtes mis d'accord, enfin vous êtes d'accord sur ce point, donc l'armée française sera peut-être ou est en passe d'être la première armée d'Europe d'ici 2020. Elle est la première armée d'Europe. Elle va le rester. Nous avons tiré le signal d'alarme sur la loi de programmation parce que nous considérons qu'il y a de vraies impasses et en particulier un appel à des financements exceptionnels. Mais je sens que la volonté de M. Le Drian n'est pas de casser notre armée. Merci. Je ne suis pas sûr qu'il en ait les moyens, c'est tout. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci à vous, on arrive à la fin de ce journal.
merci de votre fidélité. Et je vous rappelle, le principal titre de ce journal, c'est la visite éclair de François Hollande à Bangui. Pacifier le pays pour éviter un carnage. Ce sont ses premiers mots à son arrivée en Centrafrique. Le président français est donc arrivé en début de soirée à l'aéroport de Bangui alors que la situation est extrêmement tendue sur place. Un déplacement qui intervient quelques jours seulement après le début de l'intervention Sangaris et après la mort de 2 soldats français tués la nuit dernière. Voilà, on arrive à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, c'est l'émission Politique, preuve par 3. Belle et douce nuit. À demain avec plaisir.